Carrie, 9e partie. Le point de vue de la commission White sur l'élément déterminant de toute l'affaire, 2 seaux de sang de porc posés sur une traverse au-dessus de l'estrade, paraît d'une faiblesse et d'une inconsistance flagrante même à la lumière de preuves douteuses. Si l'on choisit de croire aux témoignages des camarades constituant l'entourage immédiat de Nolan et fondés sur des rumeurs, et pour être très franc, il ne semblait pas assez intelligent pour forger des mensonges convaincants. Alors Nolan ne doit en rien à Christine Argensen l'initiative de cette partie du complot dont il a été le seul responsable. Il ne parlait jamais en conduisant, il aimait conduire. Il ressentait à tenir le volant une impression de puissance que rien ne pouvait égaler, même de baiser une fille. La route se dévidait devant eux en instantanés photographiques blancs et noirs, et l'aiguille du compteur oscillait au-delà de 105 à l'heure. Il venait d'un foyer détruit. Son père avait pris le large après la faillite d'une station-service mal gérée quand Billy avait 12 ans, et tout dernièrement, sa mère avait 4 mecs à la fois. Pour l'instant, Brucie était le préféré. C'était une éponge à whisky. De son côté, elle devenait salement moche. Mais la voiture avec ses lignes de force mystiques, lui apportait la puissance et la gloire, faisait de lui un individu qui comptait, l'auréolait de virilité. Ce n'était pas par hasard que quand il s'envoyait en l'air, c'était presque toujours sur son siège arrière. La voiture était son esclave et son dieu. Elle donnait et pouvait vous emporter. Billy l'avait utilisée pour se barrer bien des fois, pendant ces longues nuits sans sommeil, où sa mère et Brucie se bagarraient. Billy faisait griller du pop-corn et partait à la chasse aux chiens errants. Certains matins, il laissait la voiture rentrer en roue libre, moteur coupé, dans le garage qu'il avait construit derrière la maison, avec son pare-choc avant englué de sang. Ses habitudes étaient maintenant assez familières à Chris pour qu'elle évitât de lui parler, sûre qu'il ne répondrait pas. Assise à côté de lui, une jambe repliée sous elle, elle se mordillait le poing. Les phares des voitures roulant en sens inverse sur la route 302 mettaient de fugitifs reflets argentés sur sa chevelure. Il se demandait combien de temps elle allait durer avec lui. Peut-être que ça n'irait pas bien loin après ce soir. D'une façon ou de l'autre, ils devaient en arriver là depuis le début. Et une fois leur coup fait, l'espèce de colle qui les soudait l'un à l'autre s'effriterait, se dessécherait, et il ne leur resterait qu'à se demander comment ils avaient pu se passer quelque chose entre eux. Elle lui apparaîtrait de moins en moins comme une déesse, et de plus en plus comme une garce typique de la haute, et ça lui donnerait une envie grandissante de la corriger, de la dérouiller, de lui enfoncer le nez dans son caca. Ils atteignirent le haut de Brickyard Hill et le collège apparut au-dessous d'eux, le parking bourré de grosses bagnoles luisantes, les bagnoles empruntées au papa. Il sentit se durcir en lui cette sorte de boule où se combinaient la haine et le dégoût. On va leur fournir, une nuit qu'ils n'oublieront pas, de quoi les occuper. Ils peuvent compter sur nous pour ça. Les bâtiments des classes étaient sombres, silencieux et déserts. Dans le hall d'entrée, brillait une lampe jaunâtre et derrière la verrière qui fermait le côté est du gymnase, une lueur orangée, irréelle, baignait la grande salle. À nouveau, il ressentit ce goût amer dans la bouche, ce besoin de lancer des pierres. « Je vois les lumières de la fête », murmura-t-il. « Hein ?» Elle se tourna vers lui, arrachée à ses propres pensées. « Rien. » Il lui posa une main sur la nuque. « Je crois que je vais te laisser tirer les ficelles. » Billy s'était chargé de tout lui-même parce qu'il savait parfaitement qu'il ne pouvait se fier à personne. Ça avait été une dure leçon à avaler, beaucoup plus dure que celle qu'on vous apprenait à l'école, mais il la savait sur le bout du doigt.
Les types qui l'avaient accompagné à la ferme Henty la nuit précédente ne savaient même pas ce qu'ils voulaient faire du sang. Ils devaient se douter que Chris était dans le coup, mais rien de plus. Il arriva à proximité de l'école dans la nuit, quelques minutes après le passage du jeudi au vendredi, et fit 2 fois le tour des bâtiments pour s'assurer que la voie était libre et qu'aucune des 2 voitures de police de Chamberlain ne patrouillait dans le secteur. Il s'engagea sur le parking tout feu éteint et alla s'arrêter derrière le pavillon central. Au-delà, sur le terrain de football, flottait un mince tapis de brouillard laiteux. Il ouvrit la malle arrière et rabattit le couvercle de la glacière. Le sang avait gelé dans les seaux, mais cela ne pouvait que simplifier les opérations. Il avait encore 22 heures pour dégeler. Il posa les seaux sur le sol, puis choisit un certain nombre d'outils dans sa caisse. Il les glissa dans sa poche revolver et prit sur le siège un sac marron d'où s'éleva un léger cliquetis de métal. Sans hâte, il se mit à l'œuvre avec la concentration et l'assurance d'un homme incapable de concevoir qu'on pût l'interrompre. Le gymnase où devait se donner le bal servait aussi d'auditorium à l'école, et sur l'emplacement où il était garé donnaient les étroites fenêtres du dépôt de matériel et d'accessoires de scène. Il choisit un outil plat en forme de spatule à l'extrémité et l'inséra dans la mince fente entre les 2 panneaux vitrés d'une des fenêtres. C'était un bon outil. Il l'avait fabriqué lui-même dans l'atelier de mécanique de Chamberlain. Il le manœuvra jusqu'à ce qu'il eût fait sauter le verrou de fermeture. Puis, il remonta le panneau mobile et enjamba l'appui de la fenêtre. Il faisait très sombre à l'intérieur. Une forte odeur de peinture y flottait, celle des décors peints par les décorateurs de la section d'art dramatique. Les silhouettes sombres et rigides des pupitres et des étuis d'instruments de l'orchestre du groupe musical se dressaient comme des sentinelles. Dans un coin se profilait le piano de M. Downer. Billy tira une petite torche électrique de son sac, se dirigea vers la scène et franchit les rideaux de velours rouge. Le sol du gymnase, avec les lignes peintes du terrain de basket et sa surface soigneusement astiquée, luisait comme l'eau d'un lagon. Il promena le pinceau de sa lampe sur la scène devant le rideau. Là, tracé à la craie, était indiquée la position des trônes sur lesquels viendraient s'asseoir le roi et la reine le jour suivant. La scène serait alors entièrement couverte de fleurs de papier. Pourquoi ? Dieu seul le savait. Cambré en arrière, il projeta le rayon lumineux de sa torche vers le plafond noyé d'ombre. Les éléments de la charpente métallique s'y entrecroisaient juste au-dessus de sa tête. Les poutrelles dominant la piste de danse avaient été revêtues de papier crêpe, mais à l'aplomb de la scène, on avait négligé de les décorer. Un court rideau les masquait sur toute la longueur et elles étaient invisibles de la salle. Ce même rideau cachait également une rangée de projecteurs qui devaient illuminer la scène vénitienne peinte sur toile. Billy éteignit sa torche, gagna le côté gauche de la scène et escalada une échelle métallique scellée au mur. Le contenu de son sac marron qu'il avait glissé à l'intérieur de sa chemise par précaution tintait avec d'étranges résonances caverneuses dans le gymnase désert. En haut de l'échelle se trouvait une petite plateforme. Maintenant, tourné vers la scène, il avait à sa droite les cintres et la salle à sa gauche. Dans les cintres étaient rangés d'anciens accessoires du cercle dramatique dont certains remontaient aux années 20. Un buste de Pallas qui avait servi pour une version lointaine du Corbeau d'Edgar Poe semblait fixer sur Billy ses yeux aveugles du haut de son socle rouillé. Droit devant lui, une large poutrelle d'acier courait au-dessus de la scène. Les projecteurs qui devaient éclairer la fresque de craie y étaient boulonnés. Billy fit un pas en avant, d'une démarche sûre, sans appréhension, longea la poutrelle au-dessus du vide, tout en fredonnant à mi-voix un air populaire. La poutrelle était couverte de poussière
et ses pieds y laissaient de longues traces grisâtres. À mi-chemin, il s'arrêta, s'agenouilla et examina la scène au-dessous. Oui, à l'aide de sa torche, il distinguait nettement les lignes tracées à la craie sur la scène, exactement à la verticale. Il émit un sifflement à peine audible, lâcha les bombes. Il marqua d'une croix dans la poussière l'endroit exact, puis revint sur ses pas jusqu'à la passerelle. Personne ne monterait maintenant là-haut avant le bal. Les projecteurs braqués sur la fresque et sur la scène où devaient être couronnés le roi et la reine, tu parles qui seront couronnés, étaient actionnés depuis un tableau derrière la scène. Quiconque levant les yeux d'en bas vers les cintres serait ébloui par ces projecteurs. Son installation ne pourrait être repérée que si quelqu'un montait pour une raison ou pour une autre dans les cintres. C'était selon lui une éventualité peu probable et le risque valait d'être couru. Il ouvrit son sac marron, en sortit une paire de gants de travail en caoutchouc, les enfila et prit une des 2 petites poulies qu'il avait achetées la veille. Il était allé les chercher dans une quincaillerie de Lewiston par précaution. Il se garnit la bouche d'un certain nombre de clous, comme il eût fait de cigarettes, et s'arma de son marteau. Toujours chantonnant, les lèvres hérissées de pointes, il fixa soigneusement la poulie dans un angle à 30 cm au-dessus de la plateforme. Juste à côté, il vissa à fond un petit piton fermé. Puis, il redescendit l'échelle, traversa la scène et alla grimper sur une autre échelle à proximité de la fenêtre par laquelle il était rentré. Il déboucha dans le grenier une sorte de débarras où s'empilaient des vieux annuaires de l'école, des maillots de sport mangés au mythe, d'anciens manuels scolaires périmés. En braquant sa torche sur la gauche, dans les cintres, il repéra la poulie qu'il venait de fixer. À sa droite, le souffle frais de la nuit pénétrant par une bouche d'aération lui caressait le visage. Sans cesser de chantonner, il sortit la 2e poulie et la cloua solidement. Ensuite, il redescendit, ressortit par la fenêtre qu'il avait forcée et se chargea des 2 seaux de sang. Il s'était activé pendant une bonne demi-heure, mais la masse sombre dans les récipients ne donnait aucun signe de dégel. Il ramassa les seaux, revint vers la fenêtre, comme un fermier qui rentre de la première traite des vaches. Avec effort, il les transféra à l'intérieur, les déposa sur le sol et franchit l'ouverture. Il était plus facile de circuler sur la poutrelle avec un seau dans chaque main pour y maintenir son équilibre. Lorsqu'il atteignit la croix marquée dans la poussière, il posa les seaux sur la poutrelle, considéra encore une fois les traits de craie sur la scène, hocha la tête et retourna jusqu'à la plateforme. Il songea un instant à essuyer les seaux. Les empreintes de Kenny pourraient y être relevées aussi bien que celles de Don et Steve, puis il se ravisa. Peut-être aurait-il une petite surprise le samedi matin. Il eut un pincement de lèvres à cette perspective. Le dernier objet qu'il sortit de son sac était un rouleau de cordonnets de jute. Il revint vers les seaux, fit aux 2 anses des nœuds coulants, passa le cordonnet dans le piton et la poulie, et lança le reste du rouleau vers le grenier qu'il rejoignit en suivant la poutrelle. Il posa le peloton de ficelle au sommet d'une pile de caisses à portée de la bouche d'aération, puis descendit pour la dernière fois et s'épousseta les mains. Les préparatifs étaient terminés. Il jeta un coup d'œil par la fenêtre, enjamba rapidement l'appui et sauta au dehors. Il rabattit le panneau mobile et, à l'aide de son levier, repoussa le verrou du mieux qu'il put. Puis, il regagna sa voiture. Chris avait affirmé qu'il y avait bien des chances pour que ce soit Tommy Ross et cette garce de fille White qui se trouvent placés sous les seaux. Elle s'était livrée à une discrète propagande parmi ses amis. Ce serait fameux si les choses pouvaient tourner comme elle y comptait. Mais pour Billy, n'importe quel couple ferait l'affaire. Il commençait même à se dire
que ce ne serait pas plus mal si c'était Chris en personne qui y avait droit. Il démarra et mit les gaz. Carrie alla trouver Tommy la veille de la soirée. Elle l'attendait à la sortie d'un de ses cours et il lui déclara qu'elle avait l'air complètement déjetée, comme si elle s'imaginait qu'il allait la rabrouer et l'envoyer sur les roses. Elle lui expliqua qu'elle devrait être rentrée vers 11h30 au plus tard ou que sa maman se ferait trop de bile. Elle spécifia qu'elle ne voulait pas lui gâcher sa soirée, mais que ce serait pas juste de trop inquiéter sa maman. Tommy lui suggéra qu'après la fête, il pourrait faire un petit arrêt chez Kelly et s'offrir un hamburger avec un jus de pomme. Tous les autres copains seraient partis pour Westover ou Lewiston et ils auraient la boîte pour eux tout seuls. Le visage de Carrie s'éclaira, dit-il. Elle répondit que c'était une bonne idée, une très bonne idée. Telle est la jeune fille que tout le monde s'obstinait à appeler un monstre. Que cette idée reste bien présente à votre esprit. Une jeune fille que suffisent à combler un hamburger et un jus de fruits après l'unique bal scolaire de sa vie et qui ne veut pas que sa maman s'inquiète. La première impression qui frappa Carrie lorsqu'ils entrèrent fut un éblouissement. Non pas un éblouissement, l'éblouissement. Des ombres chatoyantes circulaient dans des bruissements de tulle, de dentelle, de soie, de satin. L'air était saturé du parfum des fleurs. Les narines ne pouvaient s'en rassasier. Les filles en robe décolletée jusqu'aux reins, des corsages laissant voir l'amorce des sillons entre les globes des seins au-dessus des tailles rehaussées, de style empire. Les longues jupes, les escarpins, les vestes de smoking blanches immaculées, les ceintures de soie, les souliers étincelants. Il y avait déjà quelques danseurs sur la piste, assez peu, et dans le lent tournoiement des lumières, ils semblaient des fantômes immatériels. Carrie ne voulait pas voir en eux des compagnons d'études, elle préférait les considérer comme des séduisants étrangers. La main de Tommy lui pressait fermement le coude. « La fresque est très réussie, dit-il. »« Oui, » approuva-t-elle, d'une voix faible. Le décor du panneau avait pris une nuance douce et chaude sous l'éclairage orange des spots. Le gondolier était appuyé avec une éternelle indolence contre la barre de son embarcation, tandis que le coucher de soleil embrasait derrière lui les maisons comme penchées au-dessus des eaux immobiles des canaux. Et elle comprit soudain qu'elle n'oublierait jamais cet instant, qu'il resterait éternellement présent à sa mémoire. Elle doutait que les autres éprouvent aussi fortement cette sensation. Ils avaient vu le monde, eux. Mais Georges lui-même resta un long moment silencieux à regarder autour de lui, tandis qu'elle s'imprégnait peu à peu des couleurs, des parfums, de la musique, de l'orchestre qui jouait le thème bien connu d'un film. Une paix inhabituelle lui pénétrait le cœur et elle se sentait comme dépliée, défroissée, lissée sous la caresse d'un fer chaud. « Et que ça swing !» cria brusquement Georges en entraînant Frida sur la piste. Il se lança dans une parodie de jitterbug au rythme rétro de l'orchestre. Des sifflements aigus s'élevèrent. Georges courba les épaules, fit mine de lancer des regards furtifs autour de lui et enchaîna sur un numéro de danse russe, accroupi, bras croisés, qui faillit l'expédier sur les fesses. « Il est drôle, Georges, » dit Carrie en souriant. « Tu parles, et c'est un très brave type. Il y a plein de braves types ici. Tu veux t'asseoir ?»« Oui, » répondit-elle avec reconnaissance. Il retourna vers la porte et revint accompagné de Norma Watson qui, pour la circonstance, s'était fait une énorme coiffure en boules frisottées. « C'est juste de l'autre côté, » expliqua-t-elle, et ses yeux vifs et brillants de gerboise étudièrent Carrie de la tête aux pieds, à la recherche d'une bretelle de soutien-gorge apparente, d'une éruption de boutons, de toute anomalie susceptible d'être largement diffusée parmi les autres, une fois sa mission accomplie. « Quelle jolie robe, Carrie, où l'as-tu dénichée ?» Carrie lui répondit,
tandis que Norma les conduisait à leur table en contournant la piste de danse. Elle sentait à la fois le savon bon marché, le parfum de bazar et le chewing-gum fruité. 2 chaises pliantes étaient disposées devant la table, garnies et festonnées de l'inévitable papier crêpe, et sur la table, également ornée de papier crêpe aux couleurs de l'école, était posée une bougie dans une bouteille de vin, un programme du bal, un petit crayon doré, 2 cocardes et 2 gondoles remplies de fruits secs. « Vraiment, je n'en reviens pas, » déclara Norma. « Tu es si différente. » Elle effleura du regard le visage de Carrie et, réprimant un instant de nervosité, reprit. « Tu es absolument rayonnante. Peux-tu me dire ton secret ?» « Don McLean est mon amant secret, » répondit Carrie. Tommy eut un rire étouffé qu'il réprima aussitôt. Le sourire de Norma pâlit légèrement et Carrie s'étonna de son propre esprit et de son audace. Voilà donc la tête qu'on faisait quand la plaisanterie s'exerçait à vos dépens, comme si une guêpe vous avait piqué l'arrière-train, et Carrie se surprit à savourer ce bref succès. Une réaction peu chrétienne, il fallait le reconnaître. « Bon, il faut que je retourne là-bas, » reprit Norma. « Ce ne serait pas fantastique, Tommy ?» Son sourire était amical. « Ce ne serait pas fantastique si... J'en ai des sueurs froides qui me ruissellent le long des flancs. » Norma s'éloigna avec un sourire ambigu. Les choses ne se passaient pas comme prévu. Tout le monde savait comment elle devait tourner avec Carrie. Tommy se mit à rire. « Tu as envie de danser ?» proposa-t-il. Elle ne savait pas pourquoi, mais elle ne se sentait pas encore prête pour une telle expérience. « Si on s'asseyait plutôt un moment ?» Tandis qu'il lui avançait sa chaise, elle regardait la bougie et demandait à Tommy s'il voulait l'allumer. Il gratta une allumette, leurs regards se croisèrent au-dessus de la flamme. Il tendit le bras et lui prit la main. L'orchestre continuait à jouer. Peut-être une étude complète de la personnalité de Margaret White, la mère de Carrie, sera-t-elle entreprise un jour, lorsque le problème de Carrie aura perdu de son actualité. Peut-être m'y attelai-je moi-même, ne serait-ce que pour avoir accès à l'arbre généalogique de la famille Brigham. Il pourrait être extrêmement intéressant de savoir quelle situation particulière on pourrait découvrir en remontant 2 ou 3 générations en arrière. Et l'on sait à coup sûr que Carrie est retournée chez elle la nuit du bal. Pourquoi ? Difficile de se prononcer sur les mobiles dont s'est inspirée Carrie en cette circonstance. Peut-être venait-elle chercher l'absolution et le pardon, peut-être avait-elle des intentions ouvertement matricides. Quoi qu'il en soit, les preuves matérielles tendent à indiquer que Margaret White attendait sa fille. La maison était plongée dans un silence total. Elle était partie. La nuit tombait. Partie. Margaret White sortit de sa chambre et gagna à pas lents le salon. Tout d'abord était venu ce flux de sang et les répugnants à côté dont le diable l'accompagnait. Il y avait ensuite ce pouvoir diabolique que le malin lui avait donné. Il était apparu au temps du sang et des poils sur le corps, naturellement. Oh, elle connaissait bien la puissance du démon. Sa propre grand-mère la possédait. Elle avait réussi à allumer le feu dans la cheminée sans bouger de son fauteuil à bascule, près de la fenêtre. Et dans ses yeux s'était mis à briller « Tu ne souffriras pas que vive une sorcière », l'éclat d'un regard de sorcière. Parfois, pendant le dîner, le sucrier s'était mis à tourner comme un derviche. Chaque fois que cela arrivait, grand-mère émettait des caquettements sans suite, bavait et faisait le signe du mauvais œil tout autour d'elle. Il lui arrivait aussi de haleter comme un chien dans la canicule, et quand elle mourut d'une crise cardiaque à 66 ans, dans un état de sénilité avancée, Carrie n'avait même pas 1 an. Margaret était entrée dans sa chambre moins d'1 mois après l'enterrement de grand-mère, et elle avait vu le bébé couché dans son berceau, riant et gazouillant,
en train de regarder un biberon qui flottait en l'air au-dessus de sa tête. Du coup, Margaret avait failli la tuer. Ralph l'en avait empêché. Elle n'aurait pas dû se laisser faire. Maintenant, Margaret White se tenait immobile au centre du salon. Le Christ en croix la regardait à ses pieds avec son regard douloureux, plein de reproches. Elle avait pu sentir réellement le pouvoir du démon s'exerçant sur Carrie. C'était comme d'innombrables petits doigts qui vous couraient sur le corps, vous pinçaient, vous tiraillant. Elle avait encore une fois résolu de faire son devoir lorsqu'elle avait surpris Carrie, alors âgée de 3 ans, se vautrant dans le péché, en train de regarder cette traînée du diable dans le jardin voisin. Et puis, les pierres s'étaient abattues et elle avait renoncé. Et ce pouvoir s'était manifesté à nouveau, au bout de 16 ans. On ne se moquait pas impunément de Dieu. D'abord le sang, ensuite le pouvoir. Signez votre nom, vous signez dans le sang. Maintenant un garçon, un bal, et ensuite il l'entraînerait dans un de ces mauvais lieux, le long de la route. Il l'entraînerait dans un parking, puis sur le siège arrière. Et là, le sang frais. Le sang était toujours à la racine du mal, et seul le sang pouvait expier. C'était une femme grande et forte, aux épaules puissantes, aux avant-bras épais et musculeux, mais elle avait une tête singulièrement petite sur son cou large et noueux. Son visage autrefois avait eu une certaine beauté, une beauté qui subsistait encore dans l'étrange intensité de son expression. Mais son regard s'était fait instable, égaré, et des rides cruelles s'étaient creusées autour de sa bouche serrée, hostile, mais sans fermeté. Ses cheveux, encore noirs un an plus tôt, étaient maintenant presque blancs. La seule façon d'effacer le péché, le sombre et terrible péché, c'était de le noyer dans le sang. Elle doit être sacrifiée, d'un cœur repentant. Sûrement Dieu le comprenait et l'avait désigné du doigt. N'avait-il pas lui-même ordonné à Abraham d'aller immoler son fils Isaac au sommet de la montagne? Elle se rendit dans la cuisine, entraînant les pieds dans ses vieilles pantoufles éculées, et ouvrit le tiroir aux instruments de cuisine. Le couteau à découper était long, acéré, et la lame incurvée en son centre, à force d'affûtage. Elle s'assit sur le haut tabouret près de l'évier, prit la pierre à aiguiser dans son étui d'aluminium et se mit à la passer le long de la lame luisante avec l'attention morne et figée des damnés. Le coucou se mit à tic-taquer, puis l'oiseau jaillit de son trou pour annoncer 8h30. Elle avait dans la bouche un goût d'olive noire. La classe terminale présente le bal de printemps 79. Orchestre, The Billy Bosman Band, Josie et les Moonglows. Programme des attractions, cabaret. Séance de bâton par Sandra Stenchfield. 500 000, Lemon Tree, Monsieur Tambourin. Folk music avec John Swizen et Maureen Cowan. The Street Where You Live, Raindrop Keep Falling on My Head, Bridge Over Troubles Waters, Chœur de l'école d'Ewan. Comité d'organisation, Monsieur Stephens, Miss Greer, Monsieur et Madame Lublin, Miss Desjardins. Couronnement à 10h. Souvenez-vous, c'est votre bal de fin d'études. Faites-en une fête inoubliable. À sa 3e proposition, Carrie dut bien admettre qu'elle ne savait pas danser. Elle n'ajouta pas, maintenant que l'orchestre de rock avait pris le relais pour une période d'une demi-heure, qu'elle se sentirait déplacée à se trémousser sur la piste, et coupable. Oui, et coupable. Tommy hocha la tête et sourit, puis il se pencha en avant en lui confia qu'il avait horreur de danser. Avait-elle plutôt envie de faire un tour de la salle et d'aller voir des camarades à d'autres tables? Elle ressentit une contraction au fond de la gorge, mais elle acquiesça.
Oui, ce serait très agréable. Il était plein d'attention pour elle. Elle devait lui rendre l'appareil, même s'il ne s'y attendait pas. C'était une des règles du jeu. Et elle se sentit comme enveloppée par l'enchantement de la soirée. Pourvu, songea-t-elle, que personne ne tende un pied sur son passage, ou ne fasse des signes grossiers dans son dos, ou ne lui expédie le jet d'eau d'un œillet factice à la figure, et ne se sauve en ricanant, pendant que tous les autres s'esclaffent, la montrent du doigt, et poussent des cris d'animaux. Et s'il y avait un enchantement dans l'air, il n'était pas d'essence divine, mais païenne, et c'était bien ainsi qu'elle le souhaitait. « Regarde !» dit-il, comme il se levait. 2 ou 3 accessoiristes amenaient des coulisses les trônes du roi et de la reine, pendant que Monsieur Lavoie, le gardien-chef, les guidait du geste vers les emplacements marqués à la craie sur la scène. Elle leur trouvait une allure médiévale à ces trônes, peints d'un blanc pur et ornés de fleurs naturelles et de grandes bannières de papier crêpe. « Ils sont très beaux, dit-elle. « C'est toi qui es belle, affirma Tommy. Et elle sentit monter en elle la certitude qu'il ne pourrait rien lui arriver de mauvais ce soir-là. Peut-être même serait-il élu roi et reine de la soirée tout à l'heure. Et cette idée extravagante la fit sourire. Il était 9 heures. « Carrie ?» dit une voix incertaine. Elle était si absorbée par la contemplation de l'orchestre, de la piste de danse et des autres tables qu'elle n'avait vu personne s'approcher d'elle. Tommy était parti chercher des punchs. Elle se détourna et vit Miss Desjardins. Elles restèrent un instant à se dévisager, puis le courant des souvenirs s'établit entre elles deux. Elle m'a vue nue, hurlante et ensanglantée. Sans parole, sans rien de concerté. Un simple échange de regards suffit, puis Carrie déclara timidement « Vous êtes très jolie, Miss Desjardins. » Et c'était vrai. Elle portait un fourreau de tissu lamé argent, parfaitement assorti à sa chevelure blonde, relevée sur la nuque. Elle paraissait très jeune, assez jeune pour être une étudiante et non membre du comité. « Merci. » Elle hésita, puis posa une main gantée sur le bras de Carrie. « Tu es très belle, » dit-elle en appuyant sur chaque syllabe. Carrie se sentit de nouveau rougir et baissa les yeux sur la table. « C'est vraiment très gentil à vous de me dire ça. Je sais que je ne le suis pas vraiment, mais merci quand même. »« Mais c'est vrai, » insista Desjardins. « Carrie, tout ce qui a pu se passer avant, eh bien, c'est oublié. Je tenais à ce que tu le saches. »« Je ne peux pas oublier, » répondit Carrie. Elle releva la tête. D'autres mots lui étaient venus aux lèvres. « Je n'en veux plus à personne. » Elle les ravala. C'était un mensonge. Elle leur en voulait et leur en voudrait toujours, et elle tenait plus qu'à toute autre chose à rester sincère. Mais c'est fini, maintenant, c'est fini. Miss Desjardins sourit, et dans ses yeux brilla comme un reflet liquide de toutes les lumières qui chatoyaient dans la salle. Elle détourna la tête vers la piste, et Carrie suivit son regard. « Je me souviens de mon bal de fin d'études, » dit Desjardins d'une voix douce. « J'avais bien 5 centimètres de plus que mon cavalier avec mes talons. Il m'avait donné un bouquet qui jurait avec ma robe. Le pot d'échappement de sa voiture était crevé, et son moteur faisait un raffut épouvantable. Mais c'était merveilleux. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai jamais connu d'émotion comme celle-là depuis. » Elle regarda Carrie. « Ça ne te fait pas un peu cet effet ?»« J'aime beaucoup ça, » répondit Carrie. « Et c'est tout ? » ?»« Non, loin de là. Mais je ne peux pas dire tout comme ça, pas à tout le monde. » Desjardins sourit et lui serra le bras. « Tu n'oublieras jamais cette soirée, » dit-elle. « Jamais. » « Je crois que vous avez raison. Amuse-toi bien, Carrie. Merci. »
Tommy revint avec 2 coupes de punch, tandis que Desjardins s'éloignait pour regagner la table du comité. « Qu'est-ce qu'elle voulait ?» demanda-t-il, en posant les coupes avec précaution. Carrie, la suivant des yeux, répondit « Je crois qu'elle voulait me dire combien elle regrettait. » Sue Snell, tranquillement assise chez elle dans le salon, recousait l'ourlet d'une jupe tout en écoutant Long John Silver dans l'album du Jefferson Airplane. Le disque était vieux et rayé, mais cette musique lui mettait un baume sur le cœur. Sa mère et son père, sortis pour la soirée, étaient au courant de tout. Elle en était certaine, mais ils lui avaient épargné les laïus grandiloquents pour lui dire combien ils étaient fiers de leur grande fille, heureux de la découvrir adulte. Elle était très soulagée de se trouver seule, d'autant qu'elle s'interrogeait encore sur la validité des motifs de sa conduite, ne souhaitait guère les examiner de trop près, craignant de découvrir enfoui dans le noir velours de son subconscient un scintillant joyau d'égoïsme. Elle avait accompli un geste, cela devait suffire. Elle s'estimait satisfaite. Peut-être va-t-il tomber amoureux d'elle. Elle leva les yeux comme si quelqu'un l'avait appelée du couloir, un sourire surpris sur les lèvres. Ce serait la fin d'un beau conte de fées, et voilà tout. Le prince charmant se penche sur la belle au bois dormant, effleure sa bouche de ses lèvres. Sue, je ne sais pas comment te dire ça, mais... Son sourire s'effaça. Elle était en retard pour ses règles, presque d'1 semaine, et elle avait toujours été régulière comme un calendrier. Le changeur du tourne-disque eut un déclic. Un autre disque descendit sur le plateau. Dans ce court instant de silence, elle crut entendre en elle quelque chose basculer. Peut-être n'était-ce que son âme. Il était 9h15. Billy roula jusqu'au bout du parking et gara sa voiture juste en face de la rampe asphaltée qui menait à la route. Comme Chris faisait mine de sortir, il la repoussa sans ménagement. Ses yeux brillaient d'un éclat sauvage dans la pénombre. « Quoi ?» fit-elle sur un ton d'irritation nerveuse. « Ils annoncent l'élection par haut-parleur », expliqua-t-il. Ensuite, un des orchestres joue l'air du bahut. Autrement dit, à ce moment-là, ils sont sur leur trône, parés pour la douche. « Je sais très bien tout ça, lâche-moi, tu me fais mal. » Il resserra son étreinte sur son poignet et il eut l'impression que ses os menus crissaient sous ses doigts et en retira un plaisir mauvais. Pourtant, elle n'eut pas une plainte, pas de doute, elle tenait bien le coup. « Écoute-moi bien, je veux que tu saches dans quoi tu t'embarques. Tire la cordelette pendant qu'ils jouent leur air, et tire fort surtout. Ça mollira un peu entre les 2 poulies, mais à peine. Quand tu sentiras que les seaux ont basculé, tire-toi en vitesse. Reste pas là à les écouter crier ou quoi. Cette fois, on n'est plus dans les bonnes farces classiques, tu piges. Il s'agit d'une agression criminelle, compris? C'est pas une amende que tu récolteras, mais tu te retrouveras en tôle, aussi sec. » Pour lui, c'était un interminable discours. Elle le dévisagea, l'œil mauvais, d'un air de défi irrité. « T'as pigé ? » ?»« Oui. »« Bon, alors quand les seaux tombent, moi je me cavale. J'arrive à la bagnole et je démarre. Si t'es là, tu peux venir. Sinon tu te démerdes. Tu te démerdes, et si tu l'ouvres, je te liquide. Tu me crois, oui ? » ?»« Oui. Me touche pas avec tes sales pattes. » Il écarta la main et l'ombre d'un sourire effleura son visage. « Ça va, on va bien se marrer. » Ils descendirent de la voiture. Il était presque 9h30. Vic Mooney, président du groupe des seniors, lança d'une voix joviale dans le micro. « Allô, allô, messieurs et dames, veuillez regagner vos places, s'il vous plaît.
Il va être procédé au vote. Nous allons élire le roi et la reine du bal. Cette élection est un affront aux femmes, s'exclama Myra Cruz sur un ton forcé de bonne humeur. Elle est aussi un affront aux hommes, rétorqua George Dawson. Un rire général s'éleva. Myra resta silencieuse. Elle avait émis sa protestation de principe. « Asseyez-vous, asseyez-vous. » Vic souriait, penché sur le micro, souriait et rougissait en se tâtant fébrilement un bouton sur le menton. L'immense batelier vénitien sur la fresque derrière lui semblait regarder rêveusement par-dessus son épaule. Il est temps de voter. Carrie et Tommy s'assirent. Tina Blake et Norma Watson circulaient dans la salle, distribuant des bulletins de vote photocopiés, et lorsque Norma en déposa un sur leur table en leur sifflant « Bonne chance », Carrie prit le bulletin et l'examina. Puis, elle resta un instant bouche bée. « Tommy, nous sommes inscrits là-dessus. »« Oui, j'ai vu ça, » dit-il. Les types seuls, avec leurs cavalières désignés à la dernière minute par l'école, rentrent dans la liste comme des passagers clandestins. Bienvenue à bord. On se désiste. Elle se mordit la lèvre et le regarda. « Tu veux te désister ?»« Pas question, » dit-il gaiement. « Si tu gagnes, tout ce qu'on te demande, c'est de rester assis pendant qu'ils chantent l'air de l'école, de danser une fois ensemble, d'agiter un sceptre, ce qui te donne l'air d'un parfait idiot. »« Pour qui va-t-on voter ?» Elle considéra, perplexe, le petit crayon près de sa barquette de fruits secs. « Ils sont plus de ton clan que du mien. » Elle eut un rire bref. « D'abord, moi, je ne suis d'aucun clan. » Il haussa les épaules. « Votons pour nous-mêmes. Au diable la fausse modestie. » Elle eut un rire sonore et, vivement, se plaqua la main sur la bouche. Le son qu'elle émettait lui était totalement étranger, ou presque. Avant même d'avoir réfléchi, elle avait entouré d'un cercle leur nom, sur la 3e ligne, en partant du haut. Le minuscule crayon se brisa dans sa main, et elle étouffa un cri. Une écharde lui avait piqué le bout du doigt, et une goutte de sang perla sur sa peau. « Tu t'es fait mal ?» ?»« Non. » Elle sourit, mais brusquement, eut du mal à sourire. La vue du sang lui était odieuse. Elle l'essuya avec une serviette en papier. « Mais j'ai cassé le crayon, et c'était un souvenir. Je suis trop bête. »« Voilà ton bateau, » dit-il, en poussant la barquette devant elle. « Tu... Elle sentit sa gorge se contracter avec la certitude qu'elle allait se mettre à pleurer. Elle retint ses larmes, mais ses yeux brillèrent comme des prismes, et elle baissa la tête pour n'être pas vue de Tommy. L'orchestre, sur un rythme entraînant, faisait du remplissage pendant que les volontaires du service d'ordre ramassaient les bulletins de vote, pliés, pour aller les déposer sur la table du comité, près de la porte où Vic, M. Stephen et les Lublin en faisaient le compte. Miss Greer surveillait le déroulement des opérations de son œil infaillible d'inquisiteur. Carrie sentit s'insinuer en elle une sorte de tension grandissante qui lui nouait les muscles du dos et de l'estomac. Elle serra plus fort la main de Tommy. Bien sûr, c'était absurde. Personne n'allait voter pour eux. Le bel étalon, oui, pouvait être élu, mais pas accouplé à une créature bovine. Ce seraient Frank et Jessica, ou encore Don Farnham et Helen Shear, ou bien... Et puis, quelle importance. 2 piles s'élevaient nettement plus haut que les autres. Monsieur Stephen acheva la répartition des bulletins, et à eux 4, ils s'attelèrent à tour de rôle au décompte des piles les plus importantes qui paraissaient équivalentes. Leurs têtes rapprochées, ils conférèrent un instant et se remirent à compter. Monsieur Stéphan hocha la tête, feuilleta les bulletins encore une fois, comme un joueur de poker sur le point de faire la donne, et les remit à Vic. Puis, il gagna la scène et s'approcha du micro.
L'orchestre Billy Bosnan exécuta un trémolo. Vic, un sourire nerveux aux lèvres, se racla la gorge devant le micro et sursauta en battant des paupières au sifflement aigu d'une interférence. Il faillit laisser tomber les bulletins sur le sol, couverts de câbles électriques, et quelqu'un ricana. « Nous sommes tombés sur un os », annonça Vic, sans finesse. Monsieur Lublin dit que c'est la première fois dans l'histoire du bal de printemps. « Jusqu'où il remonte ?» grogna quelqu'un derrière Tom. « 1800 ?» Bref, nous avons un pépin. Un murmure s'éleva de l'assistance. « D'orange ou de citron ?» lança George Dawson, et il y eut quelques rires. Vic grimaça un mince sourire et faillit encore une fois lâcher les bulletins. 63 voix pour Frank Grillet et Jessica McLean, et 63 pour Thomas Ross et Carrie White. Un silence plana, puis de soudains applaudissements crépitèrent. Tommy regarda sa compagne. Elle tenait la tête baissée, comme prise de honte, mais il eut brusquement une impression un peu semblable. Carrie, à celle qu'il avait éprouvée lorsqu'il lui avait proposé de venir avec lui au bal. L'impression que dans sa tête, une voix étrangère, inconnue, répétait sans discontinuer le nom de Carrie comme si... « S'il vous plaît !» s'écriait Vic. « S'il vous plaît, un peu de silence !» Les applaudissements se calmèrent. Nous allons procéder à un vote auxiliaire. On va passer parmi vous avec des bulletins improvisés et vous serez gentil de mettre par écrit le couple de votre choix. Puis, il quitta le micro, l'air soulagé. Les bulletins circulaient. Ils avaient été découpés en hâte dans des pages de programme laissées pour compte. L'orchestre jouait en sourdine et un bourdonnement de conversation animée s'élevait de la salle. « Ce n'est pas nous qu'ils applaudissaient » dit Carrie, relevant la tête. L'angoisse qu'elle avait éprouvée, ou cru éprouver, s'était dissipée. Ça ne pouvait pas être nous. Peut-être était-ce toi ? Elle le dévisagea, muette de stupeur. « Qu'est-ce qui prend si longtemps ?» dit-elle d'une voix sifflante. « Je les ai entendus applaudir. C'était peut-être ça. Si tu as fait louper le truc... » Le bout de cordonnet pendait mollement entre eux. Ni l'un ni l'autre ne l'avait touché depuis que Billy, à l'aide d'un tournevis, l'avait fait sauter par la bouche d'aération. « T'en fais pas, » répliqua-t-il calmement. « Ils joueront l'air de l'école, ils le font toujours. »« Mais, boucle-la, tu l'ouvres toujours trop, bon Dieu !» Le bout de sa cigarette rougeoyait doucement dans l'obscurité. Elle se tut. Mais, oh, quand ce sera réglé, tu vas y avoir droit, mon gars. Peut-être même bien que pour baiser, tu te mettras la tringle ce soir. Le ton qu'il venait de prendre lui tintait encore aux oreilles, et elle contenait mal sa fureur. On ne lui parlait pas de cette façon. Son père était un grand avocat. Il était 10h moins 7. Il tenait le petit crayon à la main, prêt à écrire, quand elle lui toucha légèrement le poignet. « Non. »« Non quoi ? Ne vote pas pour nous, » dit-elle enfin. Il haussa des sourcils étonnés. « Pourquoi pas ? Il faut finir ce qu'on a commencé, comme dit toujours ma mère. » Mère. Une image surgit aussitôt à l'esprit de Carrie, celle de sa mère, marmottant des prières sans fin devant un Dieu imposant et sans visage, en train d'inspecter les parkings routiers, une épée de feu à la main. Une onde de sombre terreur reflua en elle et elle dut lutter de toutes ses forces pour la refouler. Elle n'aurait pu expliquer cette appréhension, ce soudain pressentiment. Elle se contenta de répéter avec un sourire angoissé. « Non, je t'en prie, ne le fais pas. » Les appariteurs bénévoles revenaient, recueillant les bulletins pliés. Tommy hésita encore un instant, puis,
inscrivit rapidement Tommy et Carrie sur le bout de papier. « Pour toi, dit-il, ce soir, rien n'est trop beau pour toi. » Elle ne put répondre, hantée par ce pressentiment qui prenait en elle une forme précise, le visage de sa mère. Le couteau glissa sur la pierre à affûter, et en une fraction de seconde, la lame lui avait entaillé la paume à la base du pouce. Elle considéra la plaie. Le sang coulait, lentement, abondamment entre les lèvres ouvertes de la blessure, lui dégouttait du poignet, constellait des taches sombres, le linoléum usé de la cuisine. Très bien, c'était très bien. Le couteau avait goûté sa chair et répandu le sang. Elle ne se fit pas de pansement, mais orienta la plaie au-dessus de la lame, laissant le sang rouge voiler l'éclat bleuâtre de l'acier. Puis, elle se remit à l'aiguiser, sans se soucier des gouttes sanglantes qui éclaboussaient sa robe. « Si ton œil droit t'a offensé, arrache-le. » Peut-être était-ce un précepte rigoureux, mais il était aussi doux et bon. Un précepte approprié à ceux qui se cachaient dans l'ombre du porche des hôtels louches et dans les hautes herbes au fond des impasses. Arrache-le. Oh, et l'horrible musique qu'il joue. Arrache. Les filles montrent leur dessous, comme elles transpirent du sang. Le coucou commença à sonner 10 heures, et extirpe-lui les entrailles, et ventre-la. Si ton œil droit t'a offensé, arrache-le. Elle avait fini sa couture et ne pouvait ni regarder la télévision, ni sortir ses livres, ni appeler Nancy au téléphone. Elle ne pouvait rien faire que de rester assise, immobile sur le canapé, à regarder la nuit par la fenêtre de la cuisine, tandis qu'une sorte d'anxiété sans nom frémissait en elle, comme un enfant sur le point de venir au monde. Avec un soupir, elle se massa les bras d'un air absent. Sa peau était froide, hérissée de chair de poule. Il était 10h12 et elle n'avait aucune raison, pas l'ombre d'une raison, de penser que le monde touchait à sa fin. Les piles étaient plus hautes cette fois, mais semblaient encore identiques. De nouveau, 3 décomptes furent opérés, par précaution. Vic Mooney vint de nouveau vers le micro. Il marqua un temps d'arrêt, savourant le climat de tension qui planait dans la salle, puis il annonça simplement. « Tommy et Carrie sont élus à 1 voix de majorité. » Il y eut un silence total, puis les applaudissements reprirent, non sans un sous-entendu satirique pour certains. Carrie étouffa une exclamation et Tommy sentit une fois de plus, mais pendant 1 seconde au plus, ce vertige insolite. Carrie, 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 qui paraissait oblitérer toutes ses pensées autres que le nom et l'image de la bizarre jeune fille qui l'accompagnait. Durant une fraction de seconde, il fut littéralement terrifié. Quelque chose tomba sur le sol avec un tintement bref et au même instant, la bougie entre deux s'éteignit. Josie et les Moonglows se mirent à jouer une version rock de Pomp and Circumstance. Les appariteurs surgirent devant leur table. Comme par magie ou presque, tout cela avait été répété méticuleusement par Miss Greer qui, selon certaines rumeurs, dévorait pour son souper les auxiliaires trop lents ou trop empotés. Un sceptre, enveloppé de papier d'argent, fut placé dans la main de Tommy. Une cape, avec un somptueux col de lapin, jeté sur les épaules de Carrie, et ils furent conduits le long de l'allée centrale par un garçon et une fille en blazer blanc. L'orchestre se remit à jouer en fanfare, les applaudissements redoublèrent. Miss Greer prit un air farouche. Tommy Ross avait un sourire absent. On les fit monter tous les deux sur la scène et on les mena jusqu'au trône, où ils prirent place. Les applaudissements crépitèrent à nouveau. Cette fois, tout sarcasme paraissait absent.
Mais à l'enthousiasme sincère de l'assistance se mêlait une sorte de crainte. Carrie fut heureuse de s'asseoir. Tout arrivait trop vite. Ses jambes tremblaient un peu et, brusquement, même avec le décolleté très discret de sa robe, elle eut l'impression que ses seins, sale bosse, étaient terriblement exposés. Le tumulte des applaudissements dans ses oreilles l'étourdissait, lui faisait tourner la tête comme si elle était ivre. Une partie d'elle-même était encore convaincue que tout cela n'était qu'un rêve dont elle se réveillerait avec des sentiments mêlés de regret et de soulagement. Vic clama dans le micro. Le roi et la reine du bal de printemps 1979, Tommy Ross et Carrie White. Nouveaux applaudissements. Ovations. Acclamations. Tommy Ross, presque au terme de son existence, prit Carrie par la main et lui sourit, songeant à quel point l'intuition de Suzy avait été juste. Gauchement, elle lui rendit son sourire. « Tommy, elle avait raison, et je l'aime beaucoup. J'aime aussi cette fille, cette Carrie. Elle est très belle, et c'est vrai, et je les aime, tous, l'éclat de ses yeux. Et Carrie, je ne peux pas les voir, les lumières sont trop brillantes, je les entends, mais je ne peux pas les voir. La douche, rappelle-toi, la douche. Oh maman, je plane trop haut, je crois que j'ai envie de redescendre. Est-ce qu'ils sont en train de rire, prêts à me lancer des choses, à me montrer du doigt, à hurler de rire? Je ne peux pas les voir, tout est trop brillant. Et les poutrelles au-dessus d'eux. Les deux orchestres, dans une soudaine et solennelle coalition de leurs cuivres, attaquèrent sur un rythme rock la chanson de l'école. L'assistance se leva et commença à chanter tout en applaudissant. Il était 10h moins 7. Billy venait de faire une flexion sur les genoux pour se dégourdir. À côté de lui, Chris Argensen manifestait une nervosité croissante. Elle passait machinalement les mains sur les coutures de son jean délavé et se mordait la lèvre inférieure avec fébrilité. « Tu crois qu'ils vont voter pour eux ?» demanda Billy à mi-voix. « Sûrement, » répondit-elle. « J'ai tout combiné. Ils passeront même haut la main. Pourquoi ils continuent à applaudir comme ça? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? » « Me demande pas, bébé, La chanson de l'école résonna tout à coup, s'enfla dans l'air tiède et printanier, et Chris sursauta comme sous l'effet d'une piqûre. Elle retint un cri de surprise. « Tous en chœur pour notre chère école. »« Vas-y, » dit-il, « ils sont en place. » Ses yeux luisaient dans l'obscurité. Sur ses lèvres flottait son demi-sourire ambigu. Elle se lécha les lèvres, tous deux regardèrent l'extrémité de la cordelette. Vers le ciel, brandissons nos bannières. « Tais-toi » chuchota-t-elle. Elle s'était mise à trembler, et Billy songea que jamais son corps ne lui avait paru aussi voluptueux et désirable. Une fois l'opération terminée, il allait la travailler, la posséder, jusqu'à ce qu'elle crie grâce. Il allait lui rentrer dedans comme un épi de maïs dans une motte de beurre. « Tu te dégonfles, bébé ?» Il se pencha sur elle. « Compte pas sur moi pour donner le coup d'envoi à ta place. Et fièrement, portons le rouge et blanc. » Un son étouffé lui monta du fond de la gorge, une sorte de cri étranglé. Elle plongea en avant et, des deux mains, tira avec violence sur la cordelette. Il n'y eut tout d'abord aucune résistance et Chris crut un instant que Billy l'avait roulée sur toute la ligne, que la ficelle n'était attachée à rien. Puis, la cordelette se raidit, résista une seconde et lui fila entre les mains, et elle sentit une brûlure fugitive à ses paumes. « Je... » commença-t-elle. À l'intérieur, la musique s'interrompit dans une brusque cacophonie. La rumeur des conversations s'éleva encore un instant et s'interrompit. Silence total, puis quelqu'un hurla,
et le silence retomba. Ils échangèrent un regard dans l'obscurité, un instant pétrifiés à l'idée de l'acte réellement accompli. Chris avait l'impression que son souffle se figeait en glace au fond de sa gorge. Et puis, à l'intérieur, les rires éclatèrent.